Bonjour les membres du groupe des énergiseurs. Je veux partager avec vous aujourd'hui dans ce live mes réflexions par rapport à un sujet qui est récurrent, qui est le doute. Le doute est-il un ami ou un ennemi? Alors, de toute façon, vous inquiétez pas, il y aura, je pense, le replay par rapport à cet enregistrement qui se fait en direct. Et j'essaierai de faire des lives régulièrement. Je ne vous dis pas que je le ferai toutes les semaines, mais j'essaierai de le faire régulièrement afin que on puisse comme ça échanger de façon impromptue. Là, je l'ai décidé ce matin, mais il se peut que on les programme un petit peu à l'avance pour que vous puissiez vous arranger. Donc le but, c'est justement de parler de sujets qui sont un peu transverses, de sujets qui vont vous concerner en premier lieu dans l'exercice de votre art de soigner les autres avec vos mains, avec votre cœur, avec vos intentions. Bon, alors là-dedans, il peut y avoir je dirais, des brouillages, il peut y avoir des dimensions parasites, et c'est bien dommage, puisque en fait, vous êtes là pour donner le meilleur de vous-même. Et le doute intervient de façon obligatoire, finalement, dans la pratique du soin énergétique. De toute façon, le doute est quelque chose qui n'est pas rationnel, puisque c'est lié à... C'est une émotion, finalement, hein. C'est lié au manque de confiance en soi. Alors, ce n'est pas que le domaine du soin qui est impacté, mais ce qui nous concerne ici et ce qui nous rassemble, c'est ça. Donc, on va parler de ça, dans le domaine du soin, le doute. Ben, d'abord, je voudrais préciser que c'est normal, finalement. C'est normal de douter. C'est normal de douter dès lors qu'on commence à aborder quelque chose de nouveau. Parce que la nouveauté va créer un stress et ce stress, inévitablement, va créer un conflit intérieur. Donc, étant donné que vous n'avez pas d'ancienneté dans l'activité, eh bien, c'est considéré comme quelque chose à risque, à tort ou à raison. Alors, le doute intervient forcément à ce niveau-là. Il y a l'incertitude qui est liée à l'activité, l'incertitude du résultat. Vous ne savez pas à l'avance si ce que vous allez faire sera positif, si ça fera du bien, si ça correspondra à l'attente de la personne. Donc vous doutez. Tant que vous ne l'aurez pas répété, 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 forcément il y aura ce doute. Et puis, il peut se produire des conflits pendant la pratique, hein, des conflits d'identité. Euh, Vous n'avez pas vous n'avez pas de reconnaissance. Vous n'avez pas forcément. Alors certes, certains d'entre vous ont un joli ou plusieurs jolis certificats de formation. Mais de vous à moi, ce ne sont pas non plus des justificatifs de réellement d'une compétence élaborée, hein. Ce n'est pas un diplôme d'État, donc vous ne pouvez pas vous appuyer là-dessus. Donc forcément, il peut y avoir des conflits d'identité. Et finalement, c'est bien normal. Voilà. Ça va provoquer quoi? Ben, ça va provoquer une distorsion de l'image du soignant que vous avez de vous-même, hein. Vous avez une intention, c'est vrai, vous vous positionnez comme quelqu'un qui va aider, mais vous n'avez pas forcément développé une attitude et une image intérieure, en tout cas, hein, de soignant. Donc forcément, ça crée de la perturbation, ça crée ce manque d'identité. La peur peut être aussi liée, parce que la peur, le doute, la peur alimente le doute. Donc ce manque de confiance et cette peur de mal faire aussi, voyez, peut générer le doute. Et la peur de mal faire, ça peut être aussi la peur de faire mal. Eh oui. Est-ce que dans la pratique de mon soin, j'ai mal fait? Est-ce que j'ai fait du mal, hein? Est-ce que si quelqu'un me rappelle le lendemain en me disant, mon Dieu, euh, j'ai plus mal depuis que je suis venu vous voir qu'avant, ben, forcément, ça va alimenter le doute. Est-ce que j'ai fait du mal?
Est-ce que j'ai mal fait mon travail? Inévitablement. Alors, ça, c'est quelque chose qui est lié à l'activité en elle-même. Mais il peut y avoir aussi des causes liées à vos croyances, parce que finalement, si vous abordez le domaine de l'énergétique de façon récente, vous pouvez, à juste titre, vous poser des questions sur, mais cette chose invisible dont on parle, est-ce que réellement ça existe? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça marche vraiment? Donc tout ça peut alimenter votre doute. C'est un doute peut-être encore plus profond, parce qu'il est lié à la nature même de ce que vous faites. Il y a toujours cette clé, en fait, de vous donner à vous-même l'autorisation, de vous donner cette capacité d'aller de l'avant et de moins alimenter finalement les réflexions négatives. C'est vous qui avez la clé. Et puis, il y a des montées de stress parfois. Ça arrive. Il y a des montées de stress qui sont, voilà, ils sont inexplicables. Elles sont là, c'est comme des bouffées de chaleur. Et là, il y a des bouffées de stress tout d'un coup. Vous êtes submergé. C'est absolument pas contrôlable. Et ces montées de stress, c'est un peu comme des montées d'adrénaline, mais là, d'un autre côté, elles sont inexplicables. En tout cas, elles sont liées au doute, de toute façon. Il y a toujours quelque chose qui est lié au, au doute. Alors maintenant, on va voir, après ce petit état des lieux rapide, j'aurais simplement parlé de deux dimensions ou de deux impacts qu'on peut avoir différents. Un impact négatif et un impact positif. Est-ce que le doute, finalement, le manque de confiance en soi, bien sûr, forcément, il a un impact négatif, mais est-ce qu'il peut aussi avoir un impact positif? Alors, l'impact négatif, tout le monde le connaît, ça. On n'a pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour savoir ça. L'impact négatif, c'est l'installation, inévitablement, d'un conflit intérieur. Ce conflit intérieur va vous bloquer dans votre action. C'est comme la chanson d'Annie Cordy, c'est je voudrais bien, mais je peux point. Je voudrais bien m'installer, je voudrais bien faire quelque chose dans le domaine du soin, je voudrais bien être finalement être une ressource pour les autres, je voudrais bien réussir quelque chose de positif dans ma vie, je voudrais bien me reconvertir dans un domaine qui me plaît, je voudrais bien enfin faire quelque chose qui correspond à mes valeurs profondes. Bien, ok, je voudrais bien, mais je peux point. Je peux point pourquoi? Je peux point parce que je doute. Je peux point parce que tout ça alimente aussi mes croyances négatives. Mais qui je suis, moi, pour faire ça? Et d'abord, je n'ai même pas la formation pour ça. Et puis les autres vont se moquer de moi. Et puis, on m'a dit que c'était des médecines alternatives et bizarres et que de toute façon, tôt ou tard, tout ça allait être réglementé par le gouvernement. Et puis si, et puis de toute façon, je vais peut-être pas gagner d'argent avec ça. Et puis, voilà. Bref, vous pouvez lister tout ça, hein. Vous pouvez lister toutes ces croyances négatives. Elles sont, elles alimentent le doute et elles naissent aussi du doute, hein. Il y a un effet de redondance, on pourrait dire. C'est une auto-alimentation. Bon, alors voilà, l'impact négatif, c'est ça, c'est la création d'un conflit permanent, un conflit intérieur, et in fine, ça va générer une dévalorisation. Et ça, c'est très embêtant. La dévalorisation, c'est quand vous vous mettez en retrait, quoi qu'il arrive. Vous êtes la personne qui ne sera pas en avant. C'est la personne qui va se mettre de côté. Parce qu'elle pense que. Elle n'est pas à la hauteur, elle n'est pas capable. Et ça va induire aussi un manque de lucidité, parce que vous ne serez pas à même de choisir les bonnes expériences, vous ne serez pas à même de choisir les bonnes personnes, vous ne serez pas à même d'engager les bonnes actions au bon moment, puisque vous êtes en retrait, vous êtes dans l'ombre. Euh, il y a aussi une chose qu'il faut considérer, et ça c'est vraiment lié à ce qui est sorti la semaine dernière par exemple, le pouvoir du cinquième chakra, cette conférence que j'avais donnée en début d'année, et puis cet atelier que je vous ai proposé en replay. Euh,
le doute et la mise en retrait, la culture finalement négative de la dévalorisation de soi, altère votre capacité de déployer vraiment cette énergie créatrice du cinquième chakra. Du cinquième chakra. Et ça, c'est assez ennuyeux. C'est assez ennuyeux parce que finalement, ce qui vous est demandé, je monte un peu le son, je crois. Alors, ce qui vous est demandé, c'est quand même ça, c'est d'être à l'origine, c'est d'être créateur, créatrice, certes dans l'invisible, mais pour que ça devienne concret et tangible. Donc cette dévalorisation qui peut s'insinuer petit à petit par le doute, va créer ce sentiment de ne pas être à la bonne place, de ne pas être à la hauteur. Et dans tous les autres aspects de votre vie, forcément, vont avoir un effet délétère. Et ce pouvoir du cinquième chakra, pour moi, est quelque chose de central. C'est vraiment important d'amener ça dans votre conscience, qu'il y a quelque chose qui est un centre de force, un centre de pouvoir sur vous-même, finalement. Donc on en revient toujours à cette question centrale, c'est comment déverrouiller tout ça. Alors l'impact positif maintenant du doute, s'il peut y en avoir un, eh bien, euh, ce que j'ai noté, moi, c'est que dans le doute, ne t'abstiens pas. Allez à l'encontre de ce proverbe. Dans le doute, remets-toi en question. Le doute, c'est permet de créer des brèches de remise en cause, de remise en question, car nous sommes en train finalement, dès qu'on aborde quelque chose de neuf dans sa vie, on va avoir besoin de nouvelles attitudes, de nouvelles réflexions. Je parlais tout à l'heure de l'identité du soignant qui n'est peut-être pas encore reconnue par votre cerveau profond. Ben là, le doute finalement, c'est la marque que ce chemin est en train de se faire. Et c'est pas négatif, pas du tout, parce que ça veut dire qu'il y a en ce moment, dans votre système nerveux profond, une modification, même biochimique, hormonale, qui est en train de se faire. Et le doute, qu'on peut qualifier de négatif, on peut aussi le qualifier de positif à travers cet angle-là. C'est-à-dire, je suis en train de changer, je suis en train de créer en moi de nouvelles aptitudes, de nouveaux réflexes, et mon cerveau, mon système nerveux, j'en reviens toujours à ça, est en train de réagir par rapport à ça. Et donc, le doute est finalement une réaction naturelle et normale d'un cerveau qui n'aime pas, alors qui supporte pas d'être dérangé dans ses habitudes. Mais alors pas du tout. Le cerveau et la partie profonde du cerveau, elle est là pour nous protéger. Donc, elle est là pour nous protéger de tout ce qui est nouveau, qui pourrait être dangereux pour notre survie. Alors, ce qui veut dire qu'il y a un conflit permanent, là, tant que cette partie profonde n'a pas accueilli cette nouveauté de gestes, de structure, de langage, bref, tout ce qui peut être nouveau lié à votre activité, tant que votre cerveau central n'a pas accueilli ça avec bienveillance et que ce n'est pas devenu une habitude, eh bien, ça peut générer tout un manque de confiance en soi et ainsi de suite. Donc c'est un phénomène finalement qu'on pourrait qualifier de chimique. Voyez-vous, il faut toujours revenir sur Terre. Vous n'avez pas à déconstruire votre personnalité parce que vous doutez. Mais il y a quelque chose qui est de l'ordre de la remise en cause de votre structure mentale du moment qui a pu être construite depuis des années. Et tout d'un coup, parce que vous avez envie de, ouais, c'est l'élan intérieur, l'élan, l'enthousiasme, l'élan du cœur et ainsi de suite, parce que vous avez envie de quelque chose de neuf dans votre vie, donc une émotion positive, vous venez déstabiliser un système nerveux profond installé qui fonctionne, qui a donné voilà, des bons résultats, des mauvais résultats, en tout cas vous êtes en vie, donc ça c'est plutôt un bon résultat, et tout d'un coup là vous venez déstabiliser tout cet édifice. Alors forcément, il y a une période d'incertitude,
cerveau n'aime pas ça, donc il va vous envoyer des messages, qu'est-ce que tu fais là, et pourquoi tu es là, et à quoi ça sert, et reviens, voilà, c'est mieux à la maison, et ainsi de suite. Bref. Donc cette période, elle est nécessaire finalement pour installer de nouvelles habitudes. Cette période, elle est variable, hein, elle est variable selon les personnes, selon les aptitudes. Il y en a qui vivent le changement beaucoup plus facilement que d'autres, ça c'est évident, hein. Il y a des gens pour qui le changement est une seconde nature, et puis pour d'autres, le changement, ça va être beaucoup plus compliqué. Donc selon votre nature, selon votre capacité à accueillir le changement, le doute sera plus ou moins important. Ça c'est évident. Maintenant, il y a une chose importante pour arriver à conjurer finalement ce sort, ce mauvais sort que vous jette votre cerveau finalement, eh bien, c'est de créer un terrain hormonal favorable. C'est de rassurer. En fait, vous devez tout le temps rassurer votre propre système nerveux profond. Vous devriez vous conduire vis-à-vis de vous-même comme vous conduiriez vis-à-vis d'une personne qui viendrait vous voir en consultation. Une personne qui doute, une personne qui souffre, une personne qui est en stress, vous l'accueillez avec bienveillance, vous l'entourez, vous lui prodiguez un soin, et ainsi de suite. Et bien vous, il faut faire la même chose, en fait. Il y a une partie de vous qui est à la traîne, et cette partie de vous qui est à la traîne, plus vous allez la soigner, plus vous allez euh, l'accompagner, plus vous allez agir avec elle, interagir avec elle avec bienveillance, et bien moins elle aura de difficultés à vous rejoindre. Il faut recréer l'unité, en fait. Ça, c'est fondamental. Et ensuite, vous passerez ce cap je dirais pas du non-doute, parce que le doute existera toujours finalement, et c'est plutôt sain. Il y a toujours des moments de doute, mais moins fréquents, moins violents et moins déstabilisants. Ça, c'est évident. Euh, bon, ce terrain hormonal sain, c'est lié à vos émotions. Ça, c'est quelque chose de fondamental à comprendre. Plus vous allez cultiver d'émotions positives, plus votre terrain hormonal sera de bonne qualité. Alors, il n'y a pas que dans votre vie de thérapeute que cela va être important. C'est dans votre vie quotidienne. Et c'est pour ça que pour moi, il ne doit pas y avoir de différence entre ce que vous êtes quand vous soignez quelqu'un et ce que vous êtes dans la vie au quotidien. Si vous êtes assailli de choses compliquées dans votre vie quotidienne, vous les ramenez de toute façon dans votre cabinet. Finalement, le cabinet, ça ne doit pas être une bouffée d'oxygène non plus pour que votre vie devienne supportable, parce que ça ne durera pas longtemps. Ça ne durera pas longtemps. Au contraire, votre vie quotidienne doit être un support pour votre vie de professionnel. Voyez-vous? Sinon, si vous mettez les deux choses comme ça en conflit, eh bien, vous risquez de pas aller très loin, tout simplement. Donc, l'impact positif, de mon point de vue, l'impact positif de cette notion de doute, c'est de créer des brèches à l'intérieur de votre cerveau et de commencer à faire réfléchir l'être profond sur est-ce que ces nouvelles habitudes sont bonnes pour moi ou pas bonnes pour moi. Voilà. Après, il ne tient qu'à vous d'alimenter et de faire en sorte que ce soit des bonnes habitudes afin que cela soit un socle pour votre développement de praticien. Je voudrais aborder une question aussi liée à l'activité, vraiment, parce qu'on peut parler du doute d'une façon très générale, dans une démarche de développement personnel, ça c'est très intéressant, mais ce n'est pas mon but ici, mon but c'est vraiment de faire coller ça à votre pratique de soignant, de soignant avec des méthodes énergétiques et manuelles, hein, bien dans le sujet. Et cette attitude de doute lors de la consultation. Vous savez, c'est quelque chose ça qui peut arriver n'importe quand. Euh, si vous commencez une consultation, tout va bien, puis tout d'un coup, là, le doute arrive, il commence à s'insinuer, et il vous prend, il vous entoure, et il va vous pénétrer complètement. Voilà, vous êtes en plein doute. Alors comment on fait pour se sortir de ça? C'est une question intéressante, puisque
Vous vivrez ça, vous avez déjà vécu ça, et vous vivrez ça encore. Nul n'est épargné, hein, par rapport à ça. Pour moi, la chose la plus importante, c'est déjà de ne pas paniquer. Parce faut garder les pieds sur terre et que le moment n'est pas si important que ça. Voyez-vous? Certes, vous pouvez voir face à vous des gens dans des situations très compliquées, avec des demandes importantes, qui vivent des douleurs, qui ont des parcours compliqués, des choses difficiles et qui vont vous demander énormément. Et vous vous sentez investi d'une mission vis-à-vis de ces gens-là, et finalement, pas de place au doute. Et si le doute arrive, tout d'un coup, oh là là, c'est la catastrophe. Non, c'est pas la catastrophe. Euh, Votre action est certes importante, mais elle n'est pas vitale. On est bien d'accord. Donc, si vous vous sentez tout d'un coup comme ça pris d'un moment de doute et que ça va vraiment vous perturber dans le cadre de la consultation, la première chose, n'arrêtez jamais. N'arrêtez pas. Parce que ça, c'est la marque d'un échec complet, non pas vis-à-vis de votre client ou votre patient, pas du tout, mais vis-à-vis de vous-même. Et vous allez avoir là un marqueur temporel qui sera très négatif. Vous aurez abdiqué, vous aurez échoué. Enfin, ça sera votre interprétation, hein. Mais vous aurez vraiment créé une circonstance d'échec qui est fausse en plus, mais qui sera vraiment installée en vous. Donc, moi, mon conseil, c'est si vous arrive d'avoir un moment de doute comme ça qui est important, n'arrêtez pas. Première chose, vous ne paniquez pas et vous n'arrêtez pas. Ça m'est arrivé, hein, d'avoir des moments comme ça, pas de panique, mais des moments où je ne savais plus vraiment ni ce que je faisais là, ni ce que je devais faire là, en quoi ce que j'allais faire était bien ou pas bien, ou je perdais mes gammes en fait. Alors, ça peut arriver qu'on fasse un petit peu comme si. On continue le soin, même si on n'est pas sûr de soi. On continue le soin et on avance. Voilà. Pour moi, il n'est pas question d'anticiper, hein, la fin de la séance parce qu'on est en plein doute. Ça, c'est pas possible. Quand bien même vous trembliez, vous ayez des sueurs froides, euh, peu importe, vous continuez le soin. Et puis, revenez à des choses simples. Parce que le doute, en fait, naît de la complexité. C'est-à-dire tout d'un coup, là, votre cerveau est envahi de choses très, très, très bizarres, très, très, très compliquées. Euh, oui, mais s'il se passe ça. Oui, mais là, si je mets mes mains ici. Ah oui, mais alors là, mais je sens plus rien. Et comment ça se fait? Et là, je sais plus ce qu'il m'a dit, et ainsi de suite. Bref, il y a une complexité terrible qui arrive au niveau de votre espace cérébral et vous êtes plus du tout en capacité de comprendre ce qui se passe. Bonjour tout le monde, oui. Vous n'êtes plus en capacité à ce moment-là de saisir la raison même pour laquelle vous êtes là ou la personne est là. Donc, revenir à des choses très simples. Revenir en soi. Revenir dans votre corps. Et il y a tout un tas d'exercices pratiques pour revenir dans son corps. Revenir dans la conscience de ses pieds. Moi, souvent, j'ai fait cet exercice de remise je dirais, de reconnexion avec ma corporalité en mettant ma conscience dans mes pieds. Et oui, au lieu d'avoir la conscience dans mes mains parce que j'étais en train de travailler, je mettais la conscience dans mes pieds parce que j'avais un corps. Et le problème du doute, quand il s'installe, c'est que toute l'énergie va monter ici, au niveau du cerveau, hein, au niveau du troisième œil, et puis alors ça va se mettre à bouillir là-dedans d'une façon terrible. Et c'est à ce moment-là, finalement, que vous avez des sueurs froides. Et alors, eh ben, vous oubliez même l'endroit où vous êtes, vous oubliez ce que vous faites. Vous avez une connexion avec l'espace et le temps qui est complètement perturbée. Donc, première chose à faire, c'est de revenir dans ses pieds, voyez-vous. Revenir dans son corps, conscience que vous avez un corps, regardez l'heure,
mesurez l'heure qui vous reste, le temps qui vous reste pour votre soin, revenez à des choses basiques. S'il faut que vous pensiez à votre liste de courses, pensez à votre liste de courses, je ne sais pas, mais revenez à des choses concrètes du moment, voyez-vous. Parce que vous êtes trop dans votre tête à ce moment-là. Et c'est pas bon, puisque de toute façon, vos intentions seront complètement perturbées et vous ferez rien de bon. Donc, première chose, on panique pas, on revient dans sa tête et on n'arrête pas le soin. Ça, il ne faut pas arrêter dans ces conditions. Il se peut que vous compreniez plus ce qui se passe. Il se peut que vous ayez oublié la phase que vous deviez réaliser. Il se peut que vous ayez oublié même ce que la personne venait vous demander. Vous savez plus du tout pourquoi elle est là, vous savez plus du tout où est-ce qu'elle a mal et tout ça. Bon. Donc le fait de revenir dans votre corps, le fait de souffler, le fait de se relaxer dans le bon sens du terme, c'est-à-dire se relier à son axe. Parce que vous serez toujours stressé, faut pas croire. Hein, faut pas croire que on va tout d'un coup, hop là, par magie, on va éliminer le stress. Non, non, on va composer avec ça. On va composer avec ça. On va accueillir ce sentiment de doute, mais on va composer avec et on va aller au-delà. Et c'est ça qui est important aussi, c'est que beaucoup de gens qui se lancent dans le domaine des médecines alternatives oublient d'être structurés. Et oui, elles oublient d'être structurées. C'est qu'elles vont à l'enthousiasme. Ben, si vous allez à la guerre, c'est un petit parallèle que je fais, qui n'est pas anodin, mais euh, qui est même terrible. Mais si vous allez à la guerre sans être armé et sans avoir de stratégie, eh bien, vous allez vous faire complètement avoir, je dirais pas les choses horribles qu'on peut voir en ce moment sur certains champs de bataille où il y a des gens qui servent de chair à canon. Alors je dis pas que le soin c'est une guerre, c'est une bataille, mais c'est un endroit où vous devez avoir une structure. C'est un endroit où vous devez montrer votre force. C'est un endroit où vous devez prendre le pouvoir. Je vous rappelle que une des choses essentielles, c'est de prendre le pouvoir pendant le moment de la consultation. C'est vous qui devez avoir le pouvoir sur ce qui se passe. Et si le doute apparaît, ben, le pouvoir s'effrite. Voilà. C'est ça qui est dangereux finalement. Vous ne ferez pas de mal à la personne, puisque le principe même du micromassage, c'est de travailler en douceur, et si vous foirez, vous ne faites pas de mal. Il n'y a pas de besoin, il n'y a pas de problème avec ça. Mais donc, quand le doute s'installe et que vous n'êtes plus capable de revenir à des choses de base, eh bien, tout ce que vous allez faire, ça sera dans la distorsion mentale. Vous allez avoir une réflexion qui sera altérée. Là, vous allez oublier ce que la personne est venue chercher. Alors c'est dommageable quand même, puisque bon, si elle vous paye, c'est quand même pour avoir un résultat. Alors, je reviendrai à la fin sur cette question, c'est pas dit non plus que vous n'ayez pas de résultat. Donc si vous ne comprenez plus la phase dans laquelle vous êtes, hein, eh bien, vous revenez au début. Voyez-vous? Vous revenez au début. C'est aussi simple que ça. Vous revenez à la base. C'est il y a des appareils comme ça, hein, quand ils sont perdus, ils reviennent à la base, tout seuls. Comme les drones, vous avez les aspirateurs, ouais, ils reviennent à la base. Alors, vous, c'est pareil. Si vous êtes perdu, ben, vous revenez au début. Si vous êtes vraiment à un moment donné, vous savez plus du tout dans quelle phase vous êtes perclus de doutes de toutes sortes, vous revenez à la base. Hein. Si la base, ça doit être l'ouverture énergétique, vous revenez à l'ouverture énergétique et vous reprenez votre soin, petit à petit, comme ça. Peu importe finalement ce qui va se passer ensuite, hein, vous revenez au début et vous recommencez. Et c'est comme ça que, vous voyez, vous n'arrêtez pas, vous recommencez. Même si vous n'aurez pas fait tout ce que vous voulez faire, tout ce que vous vouliez faire, eh bien c'est pas grave. Mais vous revenez au point de départ. Parce que au moins, vous aurez fait quelque chose de structuré, de tangible, et vous n'aurez pas fait n'importe quoi. Parce qu'il n'y a rien de pire que quand vous êtes pris comme ça dans le doute, eh bien tout d'un coup vous vous dites mais j'ai fait n'importe quoi. Effectivement, peut-être que vous avez fait n'importe quoi. Mais si vous revenez à la base, au moins, vous aurez restructuré
ce moment en faisant quelque chose de tangible, voyez-vous. Voilà. Alors peut-être que cette séance-là, au final, n'aura pas été très bonne, mais la suivante sera bien de meilleure qualité. Comment vous allez être si vous arrêtez votre séance comme ça, hein? Parce que moi, j'ai rencontré des gens qui ont fait ça. Et si vous arrêtez votre séance parce que vous dites, oh là, je suis désolé, je suis obligé d'écourter la séance parce que pour X raisons, comment vous allez vous sentir? Et en face de vous, vous aurez une personne qui va se sentir frustrée, terriblement frustrée. Donc ça crée une expérience très mauvaise dans pour vous-même, dans votre continuum de vie de thérapeute. Et il faut surtout pas ça. Non, l'antidote, c'est je reviens dans mon corps, je reviens à la base de ma séance, je reviens au point de départ. Et je disais, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de thérapeutes qui n'ont pas cette structure et qui partent comme ça à la fleur au fusil. Et quand ils sont perdus, eh bien, qu'est-ce qu'ils vont faire? N'importe quoi. Ils vont faire n'importe quoi. Ils vont être dans des élucubrations pour se raconter une histoire, pour se dire que, mais ils vont faire n'importe quoi. Eux-mêmes le savent qu'ils font n'importe quoi. Et ça, c'est très mauvais, parce que occuper le temps dans la séance à faire n'importe quoi, c'est terrible. Non, vous revenez au point de départ et vous recommencez votre séance sur des meilleures bases. Voilà. Et c'est à ce moment-là aussi que vous allez avoir cette réflexion de, mais au fait, quel est le besoin de cette personne? Ouais. Qu'est-ce qu'elle m'a dit? Elle m'a loup. Est-ce que je me suis occupé de ça? Est-ce que j'ai bien compris quel était son besoin? Et à ce moment-là, chemin faisant, vous allez décharger votre espace mental et vous allez être capable à nouveau de revenir dans la conscience de l'énergie, dans la conscience et dans l'intention correcte. Parce que c'est de ça dont vous allez vous couper. Quand le mental est tellement, vous voyez, le sixième chakra, il est tellement surchargé là, que les autres ne peuvent plus fonctionner correctement et les intentions sont complètement à la ramasse. Donc voilà. Donc on revient dans son corps et on revient à la base, on revient au point de départ. D'où l'intérêt, donc je dirais en opposition avec des gens qui démarrent dans ces métiers sans véritable structure. Euh, En opposition, on pourrait dire, vous avez la structure, notamment des micromassages. Pourquoi? Parce que vous avez une méthode. Et vous avez une méthode et vous avez à appliquer la méthode finalement. Vous avez à suivre les enchaînements. Et parfois même, quand vous vous sentez vous-même pas très fort, vous vous sentez vous-même pas très bien, vous vous sentez. Voilà, il y a des jours où vous n'avez pas l'énergie pour, et là le doute va arriver. Je suis pas très en forme, donc je vais faire des mauvais soins, et ainsi de suite. Vous avez une méthode. Et ça, c'est très précieux, croyez-moi. À partir du moment où vous avez une méthode, vous laissez faire la méthode. Bien sûr, c'est vous qui appliquez la méthode, mais vous laissez faire la méthode. Et parfois même, on va se dire, oh là là, ma séance est ratée. Et quand vous allez avoir la réaction de la personne avec laquelle vous allez travailler, elle va vous dire, oh, mais qu'est-ce que ça m'a fait du bien. Et là, vous allez être scotché parce que vous allez dire, mais je comprends pas parce que moi, j'avais vraiment cette sensation que j'étais passé à côté, que j'avais fait de la merde. Et la personne me dit que ça lui a fait du bien. Ben oui, parce que tout simplement, le jour où vous comprenez que plus vous allez lâcher, plus vous allez laisser vos mains travailler dans l'application de quelque chose qui est structuré, plus vous serez efficace. Mais ça, il faut du temps. Il faut du temps. Et parfois, dans ces accidents de crise de panique ou de crise de doute suraigu, eh bien, justement, on crée des brèches dans le mental tombe, le mental lâche complètement, et il se passe des trucs. Donc ça, c'est aussi l'aspect positif, finalement, de la crise de panique. Moi, ça m'est arrivé d'arriver au cabinet avec des migraines terribles, d'avoir mon médicament dans le tiroir de mon bureau, euh, de prendre un Advil par exemple ou autre chose pour pouvoir passer cette journée. Et imaginez, vous arrivez le matin à votre cabinet, vous avez une migraine
terrible et vous avez 5, 6 ou 7 rendez-vous dans la journée. Vous dites comment je vais faire pour y arriver? Là, vous êtes en plein doute parce que forcément. Et ben, vous êtes tellement aux prises avec vos migraines que ben, finalement, vous allez avoir des grosses difficultés pour maintenir une réflexion cohérente et une attitude cohérente, avoir des bonnes intentions correctes, bien placées, tout ça. Donc vous allez être un petit peu en mode automatique. Mais moi j'étais surpris de voir que parfois il y avait des séances extraordinaires qui se passaient à ce moment-là. Alors on va pas non plus demander d'être en état altéré pour avoir des super résultats, mais ça nous montre une chose, c'est que lorsque vraiment il y a un mental qui lâche, eh bien, on a des très bons résultats. On laisse aller quelque chose qui nous dépasse, quelque chose que parfois on a du mal à expliquer. C'est comme ça. Et à chacun d'en faire l'expérience finalement. Et puis bon, comme je vous le disais en préambule, vous ne pouvez pas faire l'économie de ces moments, vous ne pouvez pas faire l'économie de ces difficultés parce qu'elles sont là pour vous construire, elles sont là pour vous montrer qui vous êtes et puis aussi euh, elles sont là pour tordre votre système intérieur, votre système de protection intérieure. Souvent on dit il faut mettre des protections, mais vous les avez déjà les protections, elles sont là, toutes là, elles sont déjà prêtes, vous êtes livré avec les protections. Simplement parfois il faut lutter contre ces protections pour arriver à déverrouiller le système profond et lui faire accepter d'autres choses, lui faire accepter qu'il y a des trucs que vous avez envie de faire et que lui ne comprend pas toujours. Voilà, ça peut être aussi, vous savez, c'est un peu comme quand vous décidez d'aller contre ce que vos parents ont voulu pour vous, parfois il faut lutter pour vous faire accepter ces idées. Et bien là, c'est pas vos parents, mais c'est votre système de protection interne qui a décidé que c'était pas comme ça, que c'est pas comme ça qu'on gagne sa vie, c'était pas comme ça parce que, voilà, pour plein de raisons. Et vous avez décidé autre chose. Donc forcément, il y a des conflits. Voilà. Et ces chemins faisant, plus vous allez répéter les choses, plus vous allez être dans l'action finalement plutôt que dans la réflexion, être plus dans l'action que vous allez créer des circonstances positives. Et puis il n'y a pas que l'action, il y a la vision. Ça, j'en parlerai encore et encore et encore de votre vision. Quelle est votre vision? Comment est-ce que vous nourrissez votre vision? Parce que ça, c'est le meilleur moyen de nourrir l'être inconscient. Plus vous bâtissez une vision qui soit la plus précise possible, mais la plus enthousiasmante possible, qui est associée à des émotions vraiment très puissantes, très fortes en vous, cette vision va créer vraiment euh, une, un état d'acceptation de votre être inconscient. C'est ça surtout. Parce que l'un des grands secrets finalement, peut-être le secret pour avancer sans trop batailler dans la vie, sans trop batailler, c'est de nourrir l'être inconscient. Plus l'être inconscient est nourri de cette vision, vous bâtissez les rails sur lesquels vous allez avancer, tout simplement. Sinon, si vous bâtissez pas vraiment cette vision, vous allez avancer dans l'enthousiasme, dans l'émotion et souvent dans le conflit. Voilà. Avec tous les doutes et les crises et tout ça. Donc la vision est le terrain favorable aux émotions positives, mais surtout à l'acceptation de l'être inconscient, de ce que vous faites et de ce que vous voulez faire aussi pour le futur. Donc, quelle stratégie finalement pour arriver à maîtriser le doute et arriver à ne pas être désarçonné par le manque de confiance en soi? Encore une fois, tout ça est normal. On ne peut pas passer à côté. Celui qui fait des choses nouvelles comme ça sans avoir ce manque de confiance, sans avoir de doute, souvent est une personne soit inconsciente, soit menteuse. Ou les deux. Mais bon, ça, j'y crois pas. Non, la chose la plus importante, on revient aux choses fondamentales, c'est de développer son savoir-faire. Parce que là, il y a vraiment un domaine dans lequel vous ne pouvez pas échapper à quelque chose qui est important, c'est de développer son savoir-faire. Pourquoi?
parce que c'est grâce à ce savoir-faire que vous allez élargir, cette compétence que vous allez élargir, que vous allez faire taire les, euh, les doutes, les parasites, le manque de considération, les croyances négatives, tout ça. Ce savoir-faire, il tient qu'à vous de le développer. Hein. Et puis, c'est aussi dans l'application de ce savoir-faire que vous allez pouvoir transformer votre vie vers la réalisation de votre aspiration professionnelle. Moi, c'est vrai que parfois, je me dis, j'ai un discours d'ancien combattant. Et c'est un peu le cas. Mais quand même, euh, la plupart d'entre vous ici ont des parcours de développement qui sont souvent courts, c'est-à-dire vous avez des cycles courts de formation. Souvent, c'est des briques que vous allez associer les unes avec les autres, d'une façon pas toujours très cohérente. Hein. Il y a beaucoup de... on pioche par-ci, on pioche par-là, on va un peu là, puis on revient là, et ainsi de suite. Donc il n'y a pas beaucoup de suivi dans les parcours de formation. Parfois, c'est normal, c'est un peu normal. Euh, et ce qui fait que tout ça prend du temps pour s'organiser, tout ça prend du temps pour se structurer intérieurement. Et donc, ce manque de structure intérieure, de structure même mentale, va demander, va occasionner, je voulais dire, va faire le lit du doute et du manque de confiance en soi. Voilà. C'est tout à fait normal. Et puis vient un moment donné où votre base devient plus solide. Votre base va devenir quelque chose sur laquelle vous allez appuyer votre action. Et là, c'est le savoir-faire. Votre savoir-faire augmentant, votre confiance en vous augmentera. C'est inévitable. Si vous partez simplement avec une forte motivation, une conscience de vous-même aiguë et bien aiguisée, mais peu de savoir-faire, vous n'avez pas grand-chose sur lequel vous appuyer, et donc forcément, il arrivera des moments où vous allez vous ramasser. Donc plus vous allez développer ce savoir-faire, plus vous aurez la base nécessaire pour développer cette deuxième dimension que j'appelle moi le savoir-être. Ça va venir un peu plus naturellement et un peu plus facilement. N'oubliez pas que vous êtes là pour vous construire une identité. Hein. Le but de ce groupe aussi, et là, c'est de vous aider à développer cette identité de thérapeute naissant et de faire de vous des gens qui seront capables d'accueillir des gens en souffrance sans trembler. Sans trembler. Parce que l'époque devient compliquée de plus en plus. Et donc, je n'ai de cesse de dire que vous êtes de plus en plus important, vous êtes de plus en plus nécessaire dans ce monde qui vacille, dans ce monde avec des failles qui s'ouvrent un peu partout. Et justement, c'est dans ces moments-là que l'action de gens comme vous, qui développent des structures différentes, qui sont capables d'aider les autres, eh bien, tout ça prend beaucoup d'importance. Tout ça prend beaucoup de sens. Donc ce travail intérieur que vous êtes en train de faire, il a du sens, mais soyez toujours dans une recherche de structure. Voilà. C'est la raison pour laquelle vous êtes là en ce moment, hein, c'est la raison pour laquelle vous m'écoutez en ce moment, c'est ce besoin de structurer votre action et votre développement. Voilà, voilà. J'espère vous avoir éclairé un petit peu dans cette dimension. Et alors, qu'est-ce que je vois à nouveau. Eric, il dit d'où l'importance d'avoir fait un travail en profondeur sur soi-même avant de se lancer. Alors, je dirais oui et non, parce que le travail en profondeur, il se fait au fur et à mesure. On ne peut pas attendre justement indéfiniment. Tu sais très bien où t'en es à un moment donné. Est-ce que l'envie est là? Il faut écouter aussi l'envie. L'envie permet de faire des choses que peut-être la raison nous empêcherait. Euh, mais par contre, il faut être conscient de ses besoins, être conscient que peut-être on n'a pas tout à fait ce qu'il faut pour réaliser l'envie qu'on a et aller chercher. Voilà. Aller chercher.
à aller chercher les outils dont on a besoin. On peut avoir une belle trousse à outils et ne rien en faire. Et puis, on peut toujours commencer à faire du bricolage sans avoir les outils, puis on va s'apercevoir des outils dont on a besoin. On m'a toujours dit la meilleure protection est de prendre soin de son état d'esprit. Ben oui, 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 oui. Plus ton état d'esprit est cohérent avec ce que tu veux faire, euh, plus tu seras en capacité d'avoir le bon discernement et de ne pas te laisser avoir par toi-même finalement. Parce que tu es ton meilleur ennemi hein, dans cette histoire. Ça, c'est évident. La question des protections, je crois qu'il faut déjà la regarder vis-à-vis de soi. Hein. Est-ce que je me protège de moi-même? Mon colonel. Que colonel? Ouais, ouais, non, mais c'est vrai que... Non, on n'est pas en guerre, mais parfois, c'est vrai que j'ai la conscience d'une époque qui est difficile. Parfois, c'est un métier difficile. C'est un métier qui nous amène à être face à la souffrance des autres. Bien sûr, on veut amener les gens à être mieux dans leur peau, mais si on les amène à être mieux, c'est qu'ils sont mal. Donc, il faut faire face. Voilà. Et tout le temps, on est face à la douleur, face au désordre intérieur, face à la souffrance, face à l'anxiété, face à des choses qui ne sont pas faciles et les gens nous livrent tout ça. Donc évidemment que parfois on doit lutter contre soi-même aussi, de ne pas se laisser absorber par tout ça. Et on a besoin donc dans ces moments-là de considérer qu'on fait un métier et qu'on est aussi dans une vraie structure. On doit avoir des moyens d'échapper à, à être entraîné mentalement dans le désordre des autres. Ça, c'est très, très, très important. Et puis, donc j'en reviens à ce que disait Eric, l'importance de faire un travail sur soi en profondeur. Euh, Moi, je pense que si on est amené, si notre être intérieur nous parle d'aller dans le domaine du soin, c'est pas non plus par hasard. Et même si on n'a pas toute la structure à un moment donné, on va l'acquérir. Je suis un naïf optimiste et moi j'accompagne toute personne qui ressent cet appel intérieur. Voilà. Il n'y a pas de raison. À partir du moment où, alors je vais faire ma pub, tant que vous appliquez le micromassage. Mais non, mais vous savez, c'est important aussi. C'est-à-dire que moi, de mon point de vue, vous mettre ces choses-là dans les mains, je suis rassuré parce que je sais que, un, vous ne ferez jamais de mal, et que deux, euh, vous êtes de fait dans une structure pour avancer. Voilà. Bon, écoutez, je suis très content d'avoir pu échanger cela avec vous et on aura d'autres sujets qui viendront dans les semaines qui viennent, toujours avec ces démarches un peu transverses, hein. C'est-à-dire comment évoluer en tant que thérapeute dans un monde qui est en pleine effervescence et comment finalement se développer et arriver à en faire réellement hein, le métier dont on rêve. Voilà, c'est l'objectif. C'est l'objectif élevé qu'on doit avoir ici, dans ce groupe. Voilà. Donc je vous dis à très bientôt et puis n'hésitez pas à réagir par rapport à tout ça. Ciao, ciao.